Donc, bienvenue à tous. Cette première conférence de la série de conférences de l'histoire et aussi cours de sujet de pointe. Donc, ça va ensemble. Donc, bienvenue aux étudiants de sujet de pointe et bienvenue aux autres personnes qui se joignent à nous pour les séminaires de l'histoire. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Bruno Chicoine. Bruno est ingénieur forestier et détient une maîtrise en écologie forestière de l'Université de Moncton. Est-ce que tu es à côté? Non. Non, mais tu es allé te faire un tour quelques années en Moncton. Okay. Il a travaillé à la Ville de Montréal de 2010 à 2014. Puis, il a fondé son entreprise de soins aux arbres à laquelle il a consacré les 4 années suivantes de sa vie. Par la suite, Bruno a joint les rangs du groupe d'efforts, une firme de consultants qui a un département de foresterie urbaine et où il servait une clientèle principalement municipale. Et depuis l'an passé, il travaille à la Commission de la capitale nationale afin de veiller à la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie sur les forêts. Et aujourd'hui, il vient nous parler justement de la stratégie sur les forêts urbaines. Je vais mettre des parenthèses. Il va y avoir une conférence de 45 minutes. Ensuite, on va faire un tour de questions du public. Ensuite, il y a une pause. Pour les étudiants du cours, il y a une pause. Puis on va reprendre à 14 heures, de 14 à 15 heures. Puis on va avoir une discussion un peu plus informelle. On va se mettre en cercle. On va poser toutes vos questions à Bruno sur ses travaux de recherche, sur ce qu'il fait, etc. Donc, ça, c'est pour les étudiants du cours à 14 heures. Donc, je vais juste mentionner, à la pause, on va prendre une nouvelle photo d'équipe des gens du sport dans le hall d'entrée. Parce que c'est pas très évident. On va essayer de vous déplacer dans le hall d'entrée. Je vais faire un tour. Donc, je te laisse la parole. Merci pour la belle introduction. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Bruno. Je suis très content d'être ici aujourd'hui pour parler en premier lieu de la stratégie sur les forêts de la CCN. Est-ce que tout le monde connaît la CCN? On n'est pas tous de l'Outaouais. Ceux qui ne sont pas de l'Outaouais, la CCN, c'est la Commission de la capitale nationale. C'est un organisme fédéral, un peu comme un ministère, mais qui se concentre sur la gestion des terrains de la région, des terrains fédéraux de la capitale. Puis la mission de la CCN, c'est de valoriser ça, que ça soit une source de fierté et de jouissance pour les résidents de la région et les touristes aussi. Donc, bref, c'est au fédéral. Est-ce que ça fonctionne encore de bouger les slides? OK. OK, juste un petit lag. J'ai 3 fois dessus, j'espère que ça. Ça vient de où la stratégie sur les forêts? Ça découle de la stratégie de développement durable. Donc, la CCN, en ce moment, dans les dernières années, a fait un exercice de réflexion stratégique et réalise l'importance des conséquences, notamment des changements climatiques et autres. Puis une des principales actions en matière de développement durable, c'est de dire wow, il faut qu'on se dote d'une stratégie sur les forêts parce que ça va nous impacter énormément, puis les arbres ont un rôle immense à jouer là-dedans. D'ailleurs, la vision, la stratégie sur les forêts, c'est de reconnaître l'importance des arbres et des forêts dans notre qualité de vie de tous les jours, mais aussi dans un contexte d'adaptation au changement climatique. Puis, en fait, bon, la multitude de bénéfices des arbres en ville, je vais passer rapidement, je présume que vous êtes déjà pas mal initiés étant donné le contexte d'aujourd'hui. Mais un des principaux crunchs du pourquoi on veut plus d'arbres, puis on veut que nos arbres vivent plus vieux, soit se déploient plus largement, c'est vraiment le contexte d'adaptation au changement climatique. La CCN, conjointement avec la Ville d'Ottawa, a commandé une étude pour, je ne me rappelle plus exactement du terme, là, en fait, pour évaluer la vulnérabilité, ou en fait, c'est des projections climatiques pour la région de la capitale pour les prochaines années. Puis, un constat, le constat évident de tout ça, c'est l'accroissement du nombre de journées très chaudes et du nombre d'événements climatiques extrêmes et des précipitations abondantes. Dans les 3 cas, les arbres ont un rôle à jouer en atténuant les températures, en consommant beaucoup d'eau, en faisant en sorte que le sol soit beaucoup plus absorbant d'eau. Donc, en gros, c'est le pourquoi la CCN s'est dotée d'une stratégie sur les forêts. Vous allez me dire, la CCN a énormément d'arbres, pourquoi ça a été aussi tard? Mais c'est que beaucoup de leurs terrains sont à vocation de conservation intégrale. Donc, ils voyaient plus ou moins, jusqu'à récemment, ils voyaient plus ou moins la pertinence d'avoir un ingénieur forestier. Parce que de toute façon, les forêts, ils les conservent et on ne les touche pas. Mais là, avec la stratégie sur les forêts, ça commence à changer. Et vous allez voir pourquoi. Là, ça, c'est le croustillant de la stratégie sur les forêts, qui est en ce moment un document d'intention, mais il y a déjà une vingtaine d'actions qui sont articulées. Ces réflexions-là ont déjà eu lieu dans le passé. Et nous, notre travail, c'est de mettre ça en œuvre. Puis la présentation d'aujourd'hui, on fait un survol de ça, les 20 actions de la stratégie. La première, c'est de mettre à jour l'étude du couvert forestier. En 2017,
La ville de Gatineau, Ottawa et la CCN, on a fait voler un avion avec la technologie LIDAR pour mesurer notre indice de canopée. Puis, avec le LIDAR, on a seté le LIDAR à 2 mètres. On a considéré à 2 mètres étant la canopée, la végétation de moins de 2 mètres n'étant pas de la canopée. Puis, on a mesuré en 2017. L'étude s'appelle l'étude de 2019, ça a pris 2 ans avant que ça devienne public. Mais bref, la première action de la stratégie, c'est de mettre à jour ça. L'avion a revolé cette année parce que ça fait 5 ans. Puis le but, c'est de suivre l'évolution de la canopée dans le temps. Ensuite, la mesure numéro 2, c'est de mettre à jour l'inventaire des arbres. Pas en forêt, mais sur les terrains urbains. La CCN a énormément de terrains urbains, donc des parcs, des corridors, des pistes cyclables, des bordures de rivières ou du canal Rideau. Bref, des terrains urbains où c'est important de connaître la ressource. Connaître la ressource pour avoir une idée dans son ensemble de la diversité, parce qu'on cherche à accroître la diversité pour évidemment accroître la résilience, mais aussi pour cerner peut-être des vulnérabilités potentielles. Des futurs, on a connu la grêle du frein récemment. Il va y avoir d'autres problématiques comme celle-là. C'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir un inventaire à jour. Mais aussi pour savoir où est-ce que nos fosses, où est-ce qu'il y a des possibilités de plantation. Par exemple, si on consulte l'inventaire en ce moment, on pense que la rue Laurier à Hull est comblée d'arbres, alors qu'on va au terrain, puis tous ces arbres-là, les taux de survie ont été très faibles. Donc, on a des fosses d'arbres vides, mais en ce moment, dans l'inventaire, on ne le sait pas. Donc, c'est le genre de raison pour lesquelles c'est important d'avoir des données à jour. La mesure numéro 3, c'est d'adopter des lignes directrices pour mieux protéger nos arbres patrimoniaux. Donc, les beaux, grands arbres. En fait, en ce moment, il existe déjà un répertoire des arbres patrimoniaux. Il y a 167 arbres sur ce registre-là. Mais notre approche, c'est d'accroître la quantité d'arbres patrimoniaux en incluant les arbres d'intérêt. Tous les arbres d'un certain format qui ont un impact important sur le paysage, on veut aussi bien les protéger. Parce qu'en ce moment, ces arbres-là, ils peuvent se faire blesser par la tonte de pelouse ou autre, puis ils n'ont pas nécessairement d'aménagement qui protège ces arbres-là, qui pourtant ont un impact formidable sur le paysage. La mesure numéro 4, c'est d'adopter des lignes directrices, encore une fois, pour protéger les arbres, mais là, dans un contexte de chantier de construction. Il y a beaucoup de travaux sur les terrains de la CCN, comme partout ailleurs ou dans le milieu habité. Les constructions ont besoin d'être rénovées. Il y a des nouvelles technologies, par exemple la fibre optique arrive dans un quartier, il y a des nouveaux conduits à passer, que ce soit des fois c'est souterrain, des fois c'est aérien. Les infrastructures ont besoin d'être rénovées, les canalisations deviennent vétustes, ont besoin d'être remplacées. Puis en ce moment, la CCN a commencé à le faire, mais je dirais qu'ils font à géométrie variable en fonction des compétences du chargé de projet ou en fonction des deadlines. Des fois, il y a des projets qui arrivent avec un bon échéance. Des fois, il y a des projets qui arrivent, puis c'est tout dû pour avant-hier, puis on a plus ou moins de temps. Nous, notre rôle, c'est d'adopter des lignes directrices de sorte à ce que chacun des projets, les arbres soient aussi bien protégés sur chacun des projets. Une façon, un petit type technique qu'on apprend juste une fois qu'on travaille dans le milieu, une façon de protéger les arbres, c'est la photo en haut à droite, c'est d'effectuer une pré-coupe des racines. Quand il y a une excavation qui est nécessaire à un endroit, là, la plupart du temps, ça se fait juste avec le godet de la pelle. Mais si on coupe des racines avec le godet de la pelle, là, ça arrache. Les dommages sont plus grands que l'excavation, puisque la racine, avant qu'elle casse, a le temps d'arracher toutes les racines. Alors, en faisant une pré-coupe des racines, les dommages se limitent à la zone excavée. Ça peut faire une différence énorme. D'ailleurs, nous, quand on subit une chirurgie, on ne nous l'arrache pas. On nous coupe. C'est un peu la même chose. La 5e mesure, c'est d'adopter des lignes directrices pour mieux réagir ou être plus proactif en matière d'espèces exotiques envahissantes. Dans la grêle du frein, on a à peu près tous été au courant de l'impact. Ça a coûté des millions, il y a des centaines de milliers d'arbres qui ont dû être abattus. Ça a été une catastrophe. Le prochain, on craint que ce soit le longe-corne asiatique. Y en a-t-il aussi qui ont entendu déjà parler du longe-corne asiatique? Oui, dans l'Ouest. Dans l'Ouest, il y en a. Ah non, c'est le dendrochone du Ouest. Oui, ou le longe-corne brun de l'épinette. Mais le longe-corne asiatique, il est déjà à Boston, à New York. Il n'est pas contrôlé. Il est arrivé au Canada il y a à peu près 12-15 ans. On a réussi à l'éradiquer. Comment? En abattant toutes les feuillus sur un genre de 50 km de rayon. On a réussi à l'éradiquer. Mais là, on sait qu'il est aux États-Unis, qu'il est hors de contrôle. Puis ça, c'est une catastrophe qui s'en vient. Ça plaque un paquet, pratiquement tous les feuillus. C'est pas spécifique à une espèce. La spongieuse, Gypsy Moth, maintenant plus. Spongy Moth. Politically correct, maintenant appelée Spongy Moth. L'année passée, on en a parlé beaucoup.
parce que quand on a un printemps sec, ça favorise sa dispersion. Bref, c'est exotique, mais ça fait tellement longtemps qu'on dit que c'est naturalisé, mais enfin bref, c'est une problématique qui peut être importante pour nos forêts urbaines. Il y a aussi des espèces végétales, le buckthorn, le nerfern de Bourdaine ou le nerfern commun, vous en avez entendu parler. C'est un arbuste archi envahissant. En fait, n'importe où, on ferme les yeux 3 secondes, le nerfern arrive, puis il colonise l'endroit. Puis ça limite, ça inhibe la régénération naturelle des espèces désirables. Donc, ça peut être une super problématique. Donc, bref, on va travailler fort là-dessus. On sait déjà que ça va être difficile, mais c'est une des actions de la stratégie. La mesure numéro 6 est l'objectif ambitieux de planter 100 000 arbres d'ici 2026. C'est rondement 25 000 arbres par année. Puis, on ne veut pas planter juste des seedlings sur une vieille terre agricole. On veut planter ces arbres-là stratégiquement, justement, pour accroître l'adaptabilité au changement climatique de la région. Donc, ça va demander beaucoup de travail. Les portfolios, en fait, la CCN, là, il y a plusieurs secteurs. C'est ce qu'on appelle des portefeuilles ou des portfolios. Les portfolios ont déjà identifié les aires de plantation potentielles. Comme là, ce qu'on voit l'image, c'est le portfolio ceinture de verdure qui a identifié les endroits où ce serait cohérent avec son plan stratégique, son plan directeur. Là, nous, on est rendu à aller caractériser la végétation des sols dans la mesure du possible de ces différentes aires-là pour élaborer un plan spécifique de plantation spécifique à chaque endroit. Donc, après ça, on va appliquer, on va trouver des fonds pour financer ces efforts-là. Ça coïncide bien avec le programme 2 milliards d'arbres du gouvernement fédéral. C'est un de nos mandats de cet hiver de préparer cette application. La mesure numéro 7 est d'établir une liste des espèces à planter qui va correspondre au climat futur de la région de la capitale. Moi, je suis un petit peu prudent avec la notion de liste d'espèces à planter, parce que plutôt que de rétrécir notre choix, je pense qu'au contraire, on devrait faire l'inverse, mais c'est une des mesures de la stratégie, ça va être en discussion. Puis on comprend l'idée, puis on se fait souvent demander, que ce soit par les partenaires, que ce soit par le grand public, quelle espèce d'arbre je devrais planter chez nous, puis c'est intéressant, puis c'est tentant de répondre à cette question-là. Mais en même temps, si on répond à cette question-là, puis qu'on limite, on ne veut pas limiter, au contraire. Des fois, dans le milieu, on se dit, tu veux savoir quoi planter chez toi? Regarde, chez les voisins, plante d'autres choses, les gars. Parce que malheureusement, la quantité d'espèces qui tolèrent les conditions urbaines, elle est limitée. La mesure numéro 8, c'est d'élaborer des lignes directrices pour mieux planter nos arbres. Ça a l'air niaiseux de planter un arbre, mais ça ne l'est vraiment pas. Puis surtout dans un contexte urbain, le sol, c'est vraiment pas ce qu'on pense. C'est souvent du remblai, des fois, c'est même juste du 3/4 ou du 0,3/4. La profondeur de plantation est super importante. Ouvrir le panier de broche est super important. Qu'il soit droit, évidemment. Puis si on ne fait pas ça, en tout cas, c'est important de. Si on a déjà travaillé dessus, en fait, la CCN plante des arbres depuis des années. Là. Il y avait déjà un devis technique. On a regardé ce qui se faisait ailleurs. On a apporté des clauses techniques qui bonifiaient notre devis de plantation. Là, on l'a déjà fait parce qu'on avait un appel d'offres ce printemps. On va continuer. C'est un processus continu. En fonction de l'expérience vécue chaque année avec la plantation. C'est le genre de choses qu'on fait en ce moment. On améliore nos devis techniques pour que nos contrats soient plus rigoureux. La mesure numéro 9, c'est de faire une étude de faisabilité pour étudier la possibilité qu'on ait notre propre pépinière. La pépinière, puis on pense surtout à des arbres de calibre, ça peut être des arbres en pot. Le contexte, le marché de la pépinière en ce moment est comme un paquet d'autres marchés qu'on peut observer. Là. Il y a une forte demande, il y a des problèmes de production, il y a des problèmes de main-d'œuvre. En ce moment, il y a un paquet de municipalités, même juste à l'échelle du Québec, c'est encore plus vrai à l'échelle du Canada ou des États-Unis, il y a un paquet de municipalités qui ont eu des milliers de freins à remplacer. Puis il y a d'autres municipalités aussi qui sont proactives et réalisent la faiblesse de leur indice de canopée. Ils veulent accroître leur indice de canopée dans un contexte d'adaptation au changement climatique. Bref, il y a un paquet de municipalités qui veulent planter des arbres ou qui augmentent leurs efforts de plantation d'arbres. Puis les pépiniéristes, d'un autre côté, ils ont des aussi des sécheresses. La sécheresse de juillet 2020 ou les 2 sécheresses de 2021, vous autres aussi, ça a probablement affecté leur production. Tout ça pour dire que la demande est grande, l'offre est sous pression. Le stock est rare presque. Là. Quand on fait des commandes pour des gros projets, à tout bout de champ, on se retrouve en substitution. Par exemple, j'ai plus d'érable un tel, je te le substitue par ça. J'ai pas de ça, je peux te le substituer par ça. Puis aussi, la qualité diminue. Quand on a un bon inventaire, on peut se permettre
de scraper les moins bons spécimens, mais quand tout se vend et qu'on en manque, on veut remplir nos commandes, nos obligations, ben, ça tend à diminuer la qualité du stock. Tomber sur le marché de la pépinière. Tout ça pour dire que la CCN, on a des terrains, on sait qu'on va parler des arbres, on se doute, puis en fait, on est en train de valider ce fait-là, mais la ville d'Ottawa, la ville de Gatineau se retrouvent dans le même bateau. On est en train de regarder la possibilité ensemble, tous les trois, de se dire on chip, on se fait une pépinière, on passe sur des terrains. Sur la ville d'Ottawa, beaucoup de terrains, nous, on a beaucoup de terrains. Est-ce qu'on se fait notre propre pépinière? La ville de Montréal en a une. C'est un modèle qui peut fonctionner. La mesure numéro 11 de la stratégie sur les forêts de la CCN, c'est de mieux intégrer la protection des arbres au processus de gestion de projet. Parce que ça arrive trop souvent que le projet est, ou c'est arrivé, disons, dans le passé, puis là, justement, on essaie que ce soit moins, que le projet est déjà en plan, on est presque rendu en appel d'offres, puis là, il y a des arbres, qu'est-ce qu'on fait pour nos arbres? Ben là, il est trop tard, là, si on est rendu en appel d'offres pour la réalisation des travaux. Là. Dès qu'on connaît la nature, puis nous, c'est l'approche qu'on va prendre, on va leur faire réaliser au gestionnaire de projet que dès qu'on connaît la nature d'un projet, exemple, sur un tel site, il y a une usine de d'épuration d'eau qui a 35 ans et qui est due pour être renipée, mais dès qu'on connaît la nature du projet, on va sur le site réaliser une étude arboricole pré-développement pour caractériser la ressource, qu'on sache quels arbres là-dedans ont le plus d'impact sur le paysage, puis lesquels qui ont le plus de potentiel d'être encore là dans 25 ans si on en prend un petit peu de soin. Puis ces données-là, cette information-là, bien souvent, va venir aiguiller, permettre d'ajuster le plan d'implantation ou permettre des fois de trancher entre deux sites potentiels. Ça m'est arrivé de travailler sur un projet d'agrandissement de cours d'école, puis le terrain était grand, on dit ou là on agrandit par là, ou là on agrandit par là, par le stationnement ou par le parc à côté. Puis l'étude arboricole a fait réaliser ben, ça serait beaucoup moins dommageable sur la canopée qu'on si on agrandissait dans ce sens-là. L'option B a été retenue. C'est le but de l'étude arboricole de développement. Puis on veut que ça devienne un réflexe pour les chargés de projet. Ensuite, la mesure numéro 12, qui m'excite beaucoup en ce moment parce qu'on est là-dessus, c'est de mettre en place un programme d'entretien systématique des arbres. Dans un contexte municipal comme à la CCN, comme dans beaucoup d'endroits, souvent, on réagit aux problématiques. Hein? On envoie des élagueurs après la crise du verglas parce que la moitié des arbres sont brisés. On envoie les bûcherons dans le peuplement parce qu'il y a un paquet de freins dépérissants. Puis là, on réagit aux problématiques. Là, ce qu'on veut, c'est un petit peu, grâce aux données d'inventaire qui nous permettent d'identifier cet arbre-là, c'est dû pour un élagage, celui-là pour un obanage. Parce qu'on le sait que beaucoup des arbres, en ville, ben, à moins d'une problématique feu de forêt, comme la grille du chêne, c'est rare qu'on attend que les arbres soient morts avant les abattements. Dès qu'en fait, souvent, ils sont même pleinement vigoureux, mais ils ont une mauvaise fourche, ils ont une branche, il y a une pente, ou bref, différents défauts de structure. Là, on ne donnera pas un cours d'arboriculture ce matin, à moins que vous le vouliez qu'on le fasse dans la discussion. Mais bref, il y a des défauts de structure que souvent on se dit tabarnouche, c'est vraiment dommage parce que si j'étais passé ici il y a 20 ans, ça aurait suffi de couper cette branche-là, qui était la branche mal jointée, la branche défectueuse. Puis en enlevant ça, l'arbre aurait concentré sa croissance sur une structure solide. C'est une intervention de 15 minutes qui aurait fallu il y a 20 ans. C'est un peu le concept de l'élagage, de la taille de formation, de l'élagage structurel. Parce que c'est super important, on veut que nos arbres deviennent grands et vieux, parce qu'on sait que plus l'arbre est grand, plus général de bénéfices, c'est là qu'on veut aller. On veut aussi s'attaquer à la problématique des blessures mécaniques. Là, je prends une parenthèse pour vous sensibiliser au fait à quel point les blessures mécaniques, c'est important. Si on me disait, n'importe quel maire d'une ville québécoise me dirait, Bruno, qu'est-ce que je peux faire? Là, la première chose à faire pour que mes arbres, pour favoriser la survie, la longévité, la résilience, la vigueur de mes arbres en ville, je dirais, faites attention aux blessures mécaniques. À mon avis, c'est le principal facteur limitant la croissance des arbres en ville. Les blessures mécaniques par la tombe de la pelouse d'été ou par le déneigement l'hiver. Puis, croyez-le ou non, toutes ces photos-là ont été prises sur le même kilomètre de marche dans le sud-ouest quand j'habitais Montréal. C'était la première neige à l'année. Est-ce que c'était un nouvel opérateur qui était comme plus habitué ou il changeait de machine ou je ne sais pas quoi, mais quand on connaît un arbre, comment ça fonctionne, le phloème, le maximum, le cambium, nous, on comprend bien qu'une blessure comme ça est très grave pour la vigueur d'un arbre. Puis en fait, c'est sournois parce que beaucoup d'arbres ne meurent pas nécessairement. Mais là, par le processus d'allocation des ressources, ils vont toutes mettre leur énergie à wow, il faut guérir ça. Là, il ne pousse plus. Là, en tout cas,
Ça peut être je peux parler de ça pendant une heure, s'il vous plaît, mais on va continuer. Il y a aussi tout un volet de la stratégie qui vise à mobiliser les partenaires et la collectivité. Puis ça, on le fait déjà. On veut continuer à prendre le temps de le faire. Donc, on est on est régulièrement approché par des OBNL qui ont des fonds, qui ont des bénévoles, qui cherchent un site pour planter des arbres. On veut continuer. On le fait déjà, on veut continuer de le faire. Puis ça, c'est ce qui, je ne sais pas j'ai pris combien de temps, mais c'est ce qui fait le tour d'horizon de la stratégie sur les forêts de la CCN, qui est un document d'intention qui vise principalement les forêts urbaines. C'est un peu le plan d'action. On peut tout de suite prendre des questions sur la stratégie sur les forêts ou on passe à la présentation sur quelques exemples montréalais de bonnes pratiques. On garde quelques questions pour la discussion. Regardez les questions pour la fin. C'est ma suggestion. C'est un go. C'est un go. J'appuie. Maintenant, bienvenue à Montréal. Moi, j'ai passé 4 ans à la direction des grands parcs et du divertissement de la ville de Montréal. Puis ensuite, quand j'étais au privé, c'était le principal client. Donc, on leur fournissait des techniciens, on coordonnait des travaux au terrain. Puis aujourd'hui, je travaille beaucoup dans la ville de Montréal, donc j'ai le droit de parler, il faut vous dire ce qui se passe là-bas. Vous savez ce qu'il y a, c'est de travailler pour une grosse machine. Enfin bref, à Montréal, les arbres, c'est important. La densité de personnes fait en sorte que les gens n'ont pas nécessairement un terrain. Fait que les arbres qui font de l'intimité entre les balcons, qui font de l'intimité dans les ruelles, qui vient atténuer les températures, ces arbres-là sont importants, sont très appréciés des Montréalais. Puis, c'est fantastique. Puis, tant pis pour les Québécois qui connaissent le pouvoir métropolitain et qui disent que Montréal, c'est juste du trafic. Tant pis pour eux. Les Montréalais, eux, les arbres, ils aiment ça, ils l'apprécient. Puis, l'indice de canopée est très important. Dans le passé, puis en fait, c'est un processus continu, à mon avis, mais les politiciens ont été sensibilisés à l'importance, à toutes les avancées scientifiques, la valeur de tous les bénéfices qu'on retire de la présence des arbres en ville. Ça a permis de générer une masse critique de compétences et de budget pour faire quelque chose de vrai. Puis moi, je trouve vraiment nice ce qui se fait à Montréal. C'est pour ça que je vous le partage ici aujourd'hui. Regarde. Un petit parc au centre-ville, business district, là, entre des gratte-ciels de 30 étages, il y a des oasis comme ça de qualité de vie, où il y a vraiment une ambiance, où vraiment on peut vivre et sentir tous les bénéfices associés même à la santé mentale, du contact régulier avec l'espace vert. Puis Montréal est une grande ville, mais c'est quand même bien divisé où, vous savez, il y a 19 arrondissements à Montréal, mais chaque arrondissement a ses agents techniques, inspecteurs en arrondissement. Chaque arrondissement gère ses plans de citoyens, ses travaux d'élagage, d'abattage, ses demandes de citoyens de l'arbre de la ville, je ne sais pas quoi, ou mon permis, est-ce que je peux obtenir un permis pour abattre mon vieux frein, nanana. Mais à la ville de Montréal aussi, il y a les services centraux, la direction des grands parcs et du divertissement, où il y a une équipe de biologistes, de forestiers qui travaillent à des projets corpaux, des projets à l'échelle de la ville, puis même qui exercent un leadership au niveau de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal. Puis, ça pour dire qu'à Montréal, c'est quand même cool ce qui se fait en matière de foresterie urbaine. D'ailleurs, une des choses qui est à souligner, c'est une table de concertation entre la Ville de Montréal et Hydro-Québec. Parce qu'Hydro-Québec doit dégager son réseau de distribution. Il y a des normes très strictes, on n'a pas le choix, là, parce que c'est quoi? C'est 14 000 volts, je pense là-dedans. Puis il y a un arc électrique. Les branches n'ont même pas besoin de toucher à cette file-là pour qu'ils se forment un arc électrique. Quand les conditions d'humidité dans l'air sont favorables, il y a un arc électrique qui peut se former jusqu'à une distance d'environ 2 mètres. C'est pourquoi il y a un dégagement de 2 mètres autour de ce réseau-là qui est obligatoire. Or, ces travaux-là ont généré beaucoup de grogne. Imaginez, là, vous avez une petite cour arrière ou un balcon, vous êtes à l'ombre, puis du jour au lendemain, puis les autres, ils passent aux 6-7 ans, vous faites chopper votre canopée, vous vous retrouvez au soleil. Il y a eu beaucoup de grogne par rapport à ça. Ce qui a mené à l'existence de cette table de concertation-là, où là, il y a un représentant de la ville, c'était moi, ça a été moi de 2010 à 2014. Puis là, on s'ostine, c'est pas le terme, mais on collabore de façon créative et constructive avec Hydro-Québec de sorte à améliorer les pratiques. Puis là, ça l'a mené à quoi? Par exemple, autour d'un triphasé comme ça, de 10 pieds ou 3 mètres, avant, les élagueurs voyaient ça comme un corridor, puis ils choppent tout ce qu'il y a là-dedans, puis merci, bonsoir, c'est ça. Mais là, par exemple, le genre de concept qu'on a amené par cette table-là, qui s'est transformé en ligne directrice, puis en formation du personnel, puis en vraiment mise en pratique, c'est de d'élaguer en conservant toujours un appel sève, comme le petit dessin le montre ici. Parce qu'en conservant un appel sève, on dirige la croissance d'un arbre en conservant
puis en évitant la formation de chicots, de branches mortes. Puis en même temps, les allieurs, c'était positif pour eux aussi, parce qu'en faisant ça, ça en fait moins qu'ils reviennent dans le réseau. Parce que quand on étête un arbre, il y a plusieurs tiges qui ressortent. Enfin bref, ça améliore les pratiques, puis ça l'a mené à. C'était super constructif, ça a été vraiment une bonne chose. Puis ces pratiques-là, c'est à Montréal qui ont été améliorées, c'est pas nécessairement partout ailleurs. L'autre type d'exemple, bon, ça, c'est la conservation d'arbres dans un gros projet de construction. Puis, de plus en plus, sont forts aussi sur la conservation des arbres malgré les travaux. Puis, pendant les travaux, ils en profitent même pour accroître le volume de sol disponible dans des fosses continues entre les différents puits de plantation. Puis, regardez l'image de droite. Quand ils ont refait le trottoir, ils n'ont pas insisté à refaire le béton vis-à-vis des arbres, parce que pour aller coffrer le béton, puis la mise en forme qu'on a besoin de mettre en dessous du béton, ça a été plus impactant pour les arbres. Ils ont coffré le trottoir, mais à hauteur de chaque tronc, ils ont juste patché de la stade, de sorte d'être plus respectueux des arbres en place. Même s'il y a sûrement quelqu'un dans le processus qui a dit ça va être laid, mais ils l'ont fait parce que pour les arbres, c'est important. C'est le genre d'exemple que je trouve trippant. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a déjà eu, ça fait quand même plusieurs années qu'il n'existe plus, malheureusement, mais il y a eu, la Ville de Montréal avait son propre programme de recherche appliquée. Il y avait un PhD, Pierre Jutras, aujourd'hui à la retraite. Il avait son assistant, il y avait différents projets de recherche publiés. Puis son axe, deux de ces axes de recherche dont je me rappelle, étaient le premier, l'impact des différents sels de décassage sur la croissance racinaire, la croissance des arbres, la figure des arbres. Puis il a testé différents types de sels. Je ne connais rien, mais il y en avait un bleu, il y en avait un blanc, il y en avait plusieurs. Puis on sait que c'est toxique, mais quand même, s'il y en a des moins pires que d'autres, en fonction du coût, etc. Puis l'autre axe était le développement de la croissance racinaire. Puis là, on a planté des arbres, ils ont planté des arbres de Norvège, ils ont simulé un faux trottoir, ils ont simulé différents types d'aménagements avec les compactions du sol que ça prenait. Puis comme là, on voit clairement que du côté droit, c'était vraiment un parterre, donc juste du remblai sans trottoir, tandis que du côté gauche, ça devait être un sol plus compacté avec un autre type de sol. Puis après ça, ils déterrent les arbres avec un airspace pour étudier comment le chevelu ou comment le développement racinaire se produit dans un type de sol ou dans un autre. Ce qui nous permet de faire une manière très concrète d'améliorer nos pratiques. Malheureusement, ce programme de recherche-là appliqué n'existe plus. C'est vraiment peut-être juste une conjoncture où là, il y a le plan d'action canopée, j'y arrive bientôt. Puis il y a eu le programme de la stratégie de lutte à la grève du frein qui sont arrivés, qui ont pris énormément de ressources. C'est peut-être pour ça qu'ils en sont venus à couper le fond du programme de recherche appliqué. Mais quand même, les pratiques sont améliorées pour toujours. À Montréal, comme dans beaucoup d'autres villes, on applique maintenant de plus en plus le concept de saillie de trottoir pour réduire la largeur de la chaussée près des intersections, dans le but principal de réduire la vitesse du trafic. Et on en profite pour accroître le volume de sol disponible aux arbres quand ils sont rigoureux. Parce qu'on sait que le volume de sol disponible, et la qualité du sol aussi, mais le volume de sol disponible à la croissance d'un arbre limite, c'est une relation directe entre le volume de sol disponible et la croissance, le développement potentiel d'un arbre. Est-ce qu'il recouvre après ça par-dessus ou ça reste comme ça? Topsoil. On va mettre du topsoil. Oui, c'est pour ça que je me demande. Là, c'était en travaux. C'est ça, c'est en travaux. C'était pas terminé. C'était pas terminé. Puis peut-être même qu'avant de racheter du topsoil, ça c'est le gravier, ils ont refait le béton pour la forme de la saillie. Peut-être même qu'avant d'ajouter le topsoil, ils vont gratter un petit peu pour enlever les cailloux. Mais en effet, après ça va être rempli de topsoil, probablement avec des vivaces par-dessus pour limiter le piétinement. Puis regardez, on a coupé des trottoirs, même si c'était pour si peu de sol, vous me diriez. Mais quand on a un arbre vigoureux qui a déjà très peu de sol, ça peut faire une différence. Puis on réussit à convaincre les décideurs, débloquer les fonds, convaincre tout le monde pour réussir à le faire. Couper le trottoir, acheter du pot-top-sol, faire des vivaces pour limiter la compaction. C'est le genre de bonnes pratiques d'arboriculture qui vont faire une différence et qui démontrent à quel point la Ville de Montréal est sérieuse dans son désir d'accroître la canopée urbaine. La Ville de Montréal a une pépinière municipale, ça fait 20 ou 30 ans, je ne sais pas. Une pépinière, elle est située à l'Assomption. Puis, je ne sais pas, à l'époque, c'est une question du marché qui était. Mais le principal avantage qu'ils en retirent aujourd'hui, c'est la qualité des végétaux. Premièrement, ils choisissent les espèces qui partent en culture, puis ils s'assurent de la qualité de leurs végétaux. Je donne un exemple. En début 2000, quand la grêle du frein a frappé en Ontario, les pépiniéristes de l'Ontario
Ils n'ont pas scrappé leurs freins. Ils les ont vendus en rabais au Québec, ils ne savaient pas encore. Sérieusement, c'est exactement ce qui est arrivé. À la pépinière municipale, nous, on ne se vendra pas à nos arrondissements les arbres qu'on va abattre dans 12 ans. Ils ont scrappé leurs freins, ils ont parti d'autre chose. Puis d'ailleurs, ici, j'ai choisi ma photo, peuplier hybride. Parce qu'il y a certains endroits, en parc notamment, quand il y a beaucoup d'espace, ce qu'on veut, là, c'est la canopée au PC. On ose même du peuplier hybride. Puis on se challengera tantôt en discussion. J'espère qu'il y en a un qui va emmener. Ah, le peuplier, tu dirais que c'est pas bon, ça? Prenez note, prenez note. Merci. Regardez, ça, c'en est un peuplier. Des fois, on entend dire ah, mais le peuplier, c'est un réflexe de forestier parce que la pâte du peuplier est moins bonne. Il y a le peuplier fautrame, le baumier, le grand dent, puis il y a le peuplier deltoïde, de peuplier qu'on a au Québec. Ceux-là, au Parc La Fontaine, c'est un arrondissement historique qui a 130 ans aujourd'hui. Il en reste quand même quelques-uns. Ces arbres-là font jusqu'à 2,5 mètres de diamètre. Si c'est pas ça, c'est pas un bon arbre, je ne sais pas ce que ça prend pour que c'est un bon arbre. Donc, bref, encore une fois, la notion de canopée, d'îlot de chaleur, de qualité de l'air, parce qu'on sait que dans un contexte avec la température, il y a un paquet de composés chimiques volatiles, il y a un paquet de produits chimiques qui sont vraiment empirés par la température. C'est pourquoi on veut de la canopée et sa tête. Le Parc La Fontaine à Montréal, ça s'en vient, qui jouit de la présence de ces superbes spécimens, en est un merveilleux exemple parce qu'on le voyait sur la carte d'îlot de chaleur. On le voit, le Parc La Fontaine apparaître en termes de différence de température. Quelque chose d'autre que la Ville de Montréal fait, commence à faire des plans arboricoles pour analyser leur forêt urbaine par site en fonction du contexte, en fonction dans l'approche de. Merci, Ben, j'ai un blanc. De diversité fonctionnelle. Si vous n'êtes pas initié, on en discutera tantôt, mais en gros, plutôt que juste lister les espèces par genre et famille, mais on regroupe, les espèces peuvent être regroupées par fonction. Mais c'est pas des groupes fonctionnels, mais caractéristiques fonctionnelles et vulnérabilité. Comme par exemple, il y a certaines espèces qui démontrent une plus grande vulnérabilité à la sécheresse, etc. Puis des fois, même s'ils sont dans la même famille, ils ne partagent pas les mêmes caractéristiques fonctionnelles. Tout ça pour avoir une meilleure idée d'ensemble. Encore une fois, accroître la résilience en accroissant pas seulement la quantité d'espèces, mais la représentation des groupes fonctionnels de ces espèces-là. Le plan d'action canopée, puis il a peut-être changé, en fait, je suis pas mal certain qu'il a changé de nom depuis. C'est pas grave le nom qu'il y a. Ce qui est important de comprendre, c'est que la Ville de Montréal a eu l'approche ou le très grand chantier de vouloir planter plus d'arbres. Puis je me rappelle, parce qu'il y a aussi une table avec les arrondissements où on échange, puis le feedback des arrondissements était comme, ben, on ne sait plus où les planter les arbres. Parce que c'est vrai que dans les parcs, ils sont pleins. Puis si on demande à un arrondissement, je te donne 50 arbres de plus à planter, on va dans les parcs. Hein? Place dans les parcs, on n'osait pas aller dans l'emprise de rue parce qu'on ne connaissait pas nécessairement les infrastructures souterraines, etc. Bref, le plan d'action canopée, c'est globalement, on a été chercher plus de fonds, débloquer des millions sur plusieurs années pour dire c'est important, le climat se réchauffe, dans un contexte d'adaptation au changement climatique, c'est super important d'accroître notre indice de canopée. Notre canopée, en plus, est menacée par la grue du frêne, va être menacée par après par le longifère asiatique, est menacée par un paquet d'affaires. On veut plus d'arbres, on veut y aller de manière systématique. Ils ont mandaté des techniciens pour marcher les rues avec un iPad sur lequel on voyait les infrastructures souterraines, les limites de propriété. Fait que là, on sait l'emprise de rue. Hein? Devant les maisons, il y a toujours une emprise qui appartient à la ville. La ville se garde si elle veut élargir la rue, si elle veut enfouir les canalisations. C'est toi qui fais la pelouse. Je pense que c'est chez vous, mais c'est ça, l'emprise municipale. Puis la Ville de Montréal disait, l'emprise municipale, c'est chez nous. On va planter des arbres dans l'emprise municipale. Fait que là, bref, l'approche a été très, très systématique. On a caractérisé en fonction des distances de dégagement que la Ville de Montréal nous a fournies. Eux autres, ils ont eu probablement une super longue discussion pour dire, OK, à quelle distance d'une bonne fontaine on peut planter un arbre, à quelle distance d'un abribus, à quelle distance du trottoir, à quelle distance d'une clôture de monsieur, madame, tu sais. Puis là, en fonction de ces distances de dégagement-là, on va au terrain, on a un GPS à haute précision, puis là, on voit les infrastructures souterraines, de nos yeux, on voit les infrastructures aériennes. Puis on peut caractériser si ici, il y a de la place pour un petit, moyen ou un arbre à grand déploiement. Mais on caractérisait des emplacements comme ça. Ce qui a ouvert les yeux aux arrondissements de « Oh, wow! J'ai comme 475 emplacements
Il y en a qui sont prêtes à planter, il y en a qui sont à déminéraliser. Puis même, c'est devenu, même si ça coûte plus cher, c'est devenu prioritaire, parce que plus ça combat le phénomène de chaleur. Bref, ça, c'est les bases du plan d'action Canopée qui s'est traduit par un accroissement presque immédiat de la plantation d'arbres d'eucalypte. Ça, à chaque printemps et à chaque automne, c'est un chantier où ils se plantent. C'est un terrain glissant, je sors des chiffres ici, là, mais vraiment, ça a comme doublé, si ce n'est pas triplé, la quantité d'arbres qui se plantent chaque année à Montréal présentement. Puis, ils font tellement bien ça, je trouve, ils mandatent quelqu'un prenant pépinière avec l'entrepreneur pour sélectionner les spécimens pour qu'ils soient exempts de défauts. Vraiment, là, un technicien de chez nous qui se rendait en Ontario pendant une semaine pour aller mettre des rubans sur les arbres pour sélectionner les plus beaux. Pas bien monde qui fait ça, sérieusement. Vraiment, vraiment hot. Ensuite, il y a elle. Elle ne travaille pas pour l'entrepreneur, elle travaille pour la firme de consultante indépendante nous, on est les yeux de la ville, on a l'iPad pour dire est-ce qu'il y a chaque arbre qui a été planté à bonne hauteur, le panier de broche est ouvert, est-ce qu'ils ont remplacé le sol s'ils ont trouvé des cailloux en creusant, est-ce qu'il est droit, est-ce qu'ils ont enlevé l'étiquette, est-ce que c'est le bon arbre dans le bon trou? La Ville de Montréal, en plantant 2-3 000 arbres par année, ne peuvent pas être partout, mais ils veulent s'assurer parce que le moment où on plante un arbre, c'est le moment le plus important dans cette vie. Si on plante un arbre, on n'ouvrant pas le panier de broche, ça commence bien mal. Mais j'en vois encore de ça, malheureusement, trop communément. Bref, ça coûte cher de planter des arbres, il n'y a rien là, rajouter 5 de plus pour que ça soit surveillé la plantation, pour s'assurer que ça soit à la coche. C'est le genre de choses qu'ils font. Puis ça, c'est des genres d'exemples de travaux. Puis des fois, tant qu'on n'a pas mis de godet dans tout ça, on ne sait pas si on va tomber sur la belle terre ou avec eux, systématiquement, quand on est en terre plein, il y a du sol de déglaçage qui arrive des deux voies. Là, on sait que le sol n'est pas bon. Systématiquement, en terre plein, on remplace le sol. Mais des fois, en parterre, mettons dans un quartier résidentiel, on est en parterre gazonné, on pense que ça va être du bon sol. Là, on le laisse à la discrétion de l'entrepreneur ou du superviseur. Mais dépendamment de ce que tu vois en creusant, là, tu remplaces le sol ou pas. Parce que ça, justement, cette photo-là, c'était la fosse à côté de celle-là. On ne s'y attendait pas dans tout, puis c'était juste du caillou. Puis on a fait remplacer le sol. Donc, tout le long de la journée, il y a deux camions, Ben, un pour le mauvais sol qui s'en va, un de belle terre à jardin mélangée avec du compost pour mettre au moment de la plantation. Ça, c'est super important. C'est le genre d'exemple que la Ville de Montréal se donne la peine de faire. Ensuite, le concept de gestion différenciée de la végétation. Si vous n'êtes pas initié, c'est simplement de moins tondre. Donc, aux endroits, on tond la portion fonctionnelle, les aires de technique, on va continuer des tondre. Mais même dans les parcs, la SSM commence à le faire aussi. Il y a plein de coins de parcs qui sont moins achalandés. Où là, par exemple, ici, c'est l'avenue Papineau. L'avenue Papineau, c'est un genre de juste un bourrelet pour couper le son entre l'avenue Papineau et les quartiers résidentiels adjacents. Pendant probablement 30 ans, ça a été tondu, mais là, à un moment donné, on fait comme hey, pourquoi on tombe là? Ça ne donne absolument rien. Arrêtons de tondre. Ça va coûter moins cher de tonte. Ça va être bon pour la biodiversité, super bon pour la rétention de l'eau. Moi, je trouve ça bon aussi, puis ça limite les blessures mécaniques aux arbres. C'est le genre de bonnes pratiques qu'on peut faire. D'ailleurs, en parlant de blessures mécaniques aux arbres, la Ville de Montréal avait, comme vous l'avez vu tantôt, un gros problème avec les blessures mécaniques par le déneigement des trottoirs. Beaucoup d'arbres à Montréal sont dans des carrés de trottoirs. Puis là, il faut déneiger le trottoir. Les devis avant, dans le devis technique, l'entrepreneur devait déneiger tout le trottoir. Puis là, il allait s'ostiner autour du tronc d'arbre, ce qui a occasionné les blessures que vous avez vues tantôt. Il y a je ne sais pas si tous les arrondissements l'ont fait, mais je sais qu'il y a des arrondissements qui ont fait hey, on n'a pas besoin que tout le déneigement, que tout le trottoir soit déneigé. On va changer quelque chose dans le devis, on va leur demander qu'ils laissent un bain de neige autour de l'arbre. Là, leur target, la cible de l'opération est de laisser de la neige autour de l'arbre. Ça a été drastique. Là. Il y a des endroits comme ici, là, c'est trop mince, il n'y a pas le choix de passer proche, mais ça a réduit de beaucoup l'occurrence de ces blessures-là, de changer de devis. Puis, moi, je vais essayer de faire pareil avec la tonte de pelouse sur les terrains de la SSM. La Ville de Montréal a beaucoup, dépendamment des arrondissements, les arrondissements les plus urbains ont une longue expérience avec les protecteurs d'arbres. Il y a différents modèles. Celui à droite, au marché Atwater, il a été développé en collaboration ou commandé par les gens de l'arrondissement du Sud-Ouest. Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait aussi la problématique des vélos, en plus du déneigement de trottoir, il y avait la problématique des vélos barrés sur les troncs. C'est moins dommageable qu'un tracteur, on s'entend, mais à répétition, ça peut le devenir. Là, ces protecteurs-là ont permis de générer 4 stationnements potentiels, en plus d'empêcher le déneigeur de s'y rendre.
C'est un genre d'exemple dont nous étions très fiers. Un des derniers projets dont je vous parle aujourd'hui est la transplantation de ces arbres-là, des gléditiers de 35 cm de BHP. Il n'y a pas de machine qui existait pour transplanter ces arbres-là, mais le quartier, c'est même pas la ville de Montréal, c'est le quartier international de Montréal. C'est un genre d'organisme paramunicipal qui gère le quartier de Vieux-Montréal. Vous avez la place du Jouville à refaire des infrastructures souterraines, je ne sais pas c'était quoi. Ils ont mandaté une firme privée pour dessiner un outil qui s'est inséré dans le sol pour aller couper une motte, mais genre un pieu à la fois, enchaîné avec cet outil de levage-là qui a été dessiné par mon prédécesseur. J'arrive par après, j'ai juste supervisé la transplantation, là, mais il y a 12 arbres qui ont été sortis de la place Jouville. On les a emmenés 2 coins de rue plus loin. Il y en a, ils étaient tellement larges qu'ils frottaient ces bâtisses de chaque bord d'une fenêtre. Dans le Vieux-Montréal, des petites rues. C'était super impressionnant. Ces arbres ont été mis en jauge. Ils étaient supposés de rester dans le parc à côté 1 an. Finalement, ils sont restés dans le parc à côté 2 ans. Là, en 2017 et 2018, on les a ramenés à la place du ville quand tout était terminé. Ces arbres-là, aujourd'hui, sont encore en vie et vigoureux. Ils ont eu un choc de transplantation. Certains ont 35 cm de diamètre. Mais c'est celui-là ici. Celui-là ici, autour de la place du ville. En tout cas, c'était. C'est le genre de projet trippant sur du trippant, un peu fou en même temps, qu'on peut faire des fois en forêt urbaine. Le AirSpade, tantôt, je vous ai parlé rapidement d'un outil qui nous permet de décompacter le sol. Le AirSpade, ou une sonde supersonique, c'est comme un pressure washer, pas d'eau. Là, on déterre les particules de sol sans couper les racines. Du moins, en coupant moins. Ça doit arracher un peu de chevelu, c'est sûr. Mais ça a permis ici d'aller insérer une nouvelle canalisation ou des câbles, je ne sais pas. Ça s'est passé dans un arrondissement à Montréal il y a 2 ou 3 ans, parce que l'agent technique connaissait cet outil-là, ou l'ingénieur forestier, puisque maintenant, les arrondissements qui ont des ingénieurs forestiers, peu importe le titre de la personne, mais c'est dit, non, là, on a un arbre d'intérêt, cet arbre-là, on ne le coupe pas pour aller remplacer un tuyau, ça coûte 3 000 $ de plus, on fait déterrer comme ça, un centre de canalisation, on rebouche après. C'est le genre de choses qui est possible aujourd'hui. Et qui ont passé les tuyaux en dessous des racines. C'est ça. Puis, ouais, genre de choses. Ou est-ce que c'était dans ce sens-là? Je pense que c'était dans ce sens-là ici. Mais, en tout cas, c'est juste formidable. Puis, aussi, de plus en plus, puis ça, la CCN a commencé à le faire. Quand un arbre souffre, par exemple, il y a eu le festival de jazz autour d'un arbre, puis l'arbre, l'année d'après, on voit que le sol est dur comme une galette, puis l'arbre souffre de la compaction du sol. On peut, par une technique, aller creuser des tranchées autour pour décompacter le sol. Puis là, on met de la belle terre organique là-dedans. Puis on offre un nouveau sol facile à économiser pour le chevelu racinaire. Puis l'arbre fait comme puis ça sauve des vies. Là. Fait que le AirSpade, qui est un outil relativement accessible, ça prend un compresseur, bref, ça se fait. Alors qu'il y a 15-20 ans, c'est sûr, l'arbre aurait dû être coupé parce que quand il y a des infrastructures qui arrivent, sinon on se dit, ben, ça prend l'infrastructure, on n'a pas eu le choix. Alors voilà, ça fait le tour. Je n'ai pas regardé le temps pendant tout. Parfait. Comme Nice. pile poil. C'est comme ça, d'habitude. Ben, merci. Dans le fond, on fait un tour de questions. Si vous avez des questions, pour les étudiants du cours, gardez-vous-en pour tantôt, mais ceux qui ne seront pas dans le cours, c'est le temps de poser vos questions. Par curiosité, très bonne présentation, c'est super intéressant l'Institut. C'est ça, par curiosité, ça a été l'envahissement par le mercredi, puis je me demandais si ça avait des plans de gestion pour le mercredi. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a une nouvelle, tu l'appelles un herbicide. Il y a un nouveau produit qui a été développé par qui. C'est une pâte insecticide qui contient un genre de champignon qu'on trouve naturellement dans l'environnement, mais comme concentré est en pâte pour coloniser les tiges de l'arpent. Puis, c'est une nouvelle technique qu'on est encore en train d'expérimenter un peu son applicabilité sur les grandes superficies. En gros, on débrouille. Là, sur les tiges fraîchement coupées, on va appliquer cette pâte-là, qui est un herbicide. Un herbicide à base, je pense, un champignon, en tout cas, bref, qui va faire contre la plante. Fait que là, on veut combiner ça avec la replantation. On a commencé à le faire. Mais un petit peu, puis tu sais, les terrains de la CCN, c'est
mettons, la Val-Tétro, la piste cyclable le long de la rivière des Outaouais, c'est un corridor de nappreurs. C'est pas demain la veille qu'on va réussir à genre one shot faire disparaître le nappreur. Puis en plus, les oiseaux vont excréter les semences partout dans le parc. C'est un fléau de nappreurs. Ça fait juste commencer à hallucinant. Mais il y a des pistes de solutions. Parce que ça, je me dis aussi pour la plantation de nouveaux arbres, ça va quand même être un peu défi avec l'envahissement du nappreur. Tout à fait. Il y a eu de la tempête, le direct chaud, là. Le parc de la Gatineau, ça n'a pas dissipé, mais dans la ceinture de verdure, il y a 2-3 sites de la Green Belt qui ont été foudroyés par. Puis là, déjà, ça fait 2 mois, puis qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui est vert, c'est du nappreur. Ça va être une grosse problématique. Essayer de faire régénérer ces événements-là sans se faire donner le pied en parlant de nappreur. Ça va être super difficile. Oui, super bonne présentation. Tu as parlé beaucoup de justement Montréal et des bonnes pratiques qui ont dans ce sens-là. À quel point tu dirais qu'Ottawa et Gatineau sont en retard? Qu'est-ce qui devrait être la première affaire pour attraper? Excellente question. Excellente question. Puis, c'est un terrain glissant. Je ne vais pas me prononcer sur les pratiques d'une autre municipalité quand je vais plus du contexte de comment ça fonctionne à l'intérieur et tout. Mais en général, au Canada, puis la CCN aussi, là, la CCN vient d'adopter la stratégie, vient de se doter de compétences dans le milieu. C'est tout récent pour nous aussi. Mais rondement, j'ai déjà entendu qu'on est 20 ans en retard sur les États-Unis au Canada. Puis même Montréal, je veux dire, aux États-Unis, là, il fait chaud, l'été est vraiment plus long. Ils ont des départements de formation urbaine. En Louisiane, les arbres, c'est de l'or. L'ombre de ces arbres est tellement précieux que ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Donc, en Europe aussi, je pense que c'est une compétence plus ancienne. Leurs programmes sont plus élaborés. Mais en effet, là, Gatineau, Ottawa, on a du. Dans Ottawa, déjà, Ottawa-Gatineau est déjà une différence aussi. Culturellement, les Anglos ont une plus grande appréciation de la verdure, des arbres, même un respect que les Franco, culturellement, historiquement, on est plus bûcherons. Il y a une différence. Il y a une différence là-dessus. D'ailleurs, si vous googlez cultural differences in urban forestry, quelque chose, il y a des études qui ont un peu regardé, puis il y a vraiment des différences culturelles dans l'appréciation. D'ailleurs, en Nouvelle-Angleterre, dans à peu près n'importe quel village de la Nouvelle-Angleterre, tu te promènes sur la rue principale, tu ne vois même pas les maisons. Les gens laissent tout pousser. Là, ils sont complètement cachés. Il y a une plus grande appréciation. Oui. Après ça, je vous ai vu la personne m'en ici. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des études en économie écologique qui viennent aider à trancher si l'infrastructure verte est plus importante que l'infrastructure grise? Il doit y avoir des moments où ça doit être difficile à trancher. Quel outil vous utilisez pour savoir si ça vaut la peine d'investir pour protéger ou non? Excellente question. Puis ça demeure un débat, je pense, continuel d'essayer de justifier, ou c'est-à-dire d'essayer de remettre en question la pertinence de l'infrastructure grise. Heureusement, il y a de plus en plus d'études qui démontrent, comme celle de M. Duprat, qui quantifient les bénéfices économiques de la présence des arbres, de la forêt ou des grands arbres. C'est de plus en plus, puis c'est le genre d'arguments qui ont aidé Montréal à se débloquer des fonds pour ralentir la mortalité des freins, qui ont débloqué des fonds pour la construction de la canopée. Mais ça demeure, je pense. Vous n'en avez pas d'outils. Il en existe. iTree est un logiciel, je ne sais pas si vous connaissez. C'est le genre d'outil qui existe. À la CCN, on n'est pas rendu là, mais on veut le faire. Avec les données à jour, on veut. Puis dans notre programme de compensation d'arbres, parce avec les projets de construction, ils se tournent vers nous pour dire OK, c'est quoi la compensation nécessaire? Nous, on aurait aimé ça être plus tôt dans la discussion pour dire on a-tu vraiment besoin de faire ça? Mais en effet, là, c'est dans la valeur économique des bénéfices ou dans la valeur ornementale d'un arbre. Parce qu'il existe aussi une méthode d'évaluation de la valeur des végétaux de l'ornement, basée rondement sur le coût de remplacement, la différence entre le coût de remplacement et la différence d'un arbre d'aujourd'hui et celui qu'on va remplacer. Mais la valeur ornementale, puis quand on se rend en cours, des fois des chicanes de voisins, c'est la valeur ornementale qui est utilisée. Mais bon point, les bénéfices économiques, il faut travailler là-dessus. C'est des arguments, ça. Ça parle aux décideurs, puis ça nous permet d'obtenir des. Ma question, c'est tu as parlé de la diversité à l'échelle génétique. Tu en as pas parlé. Y a-t-il quelque chose, des provenances, des sources, y a-t-il des évaluations? Parce que
penser que dans une pépinière, il y a peu de diversité génétique, c'est cloné, on se trouve avoir la plantation du même gène répété. Alors, est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits sur ces dimensions-là? Bonne question, j'en ai aucune idée. Je partage la crainte que le matériel pépinière soit très peu diversifié, d'autant plus sachant que la plupart des pépiniéristes, même au Québec, s'approvisionnent chez les quelques producteurs du sud de l'Ontario qui partent de la semence, puis après ça, qui vendent des seedlings un peu partout, puis pour eux, aux pépiniéristes qui les font grandir plus grands. Là. Donc, à toutes les échelles, on craint la faible diversité génétique, tout à fait. Qu'est-ce qui existe comme travaux à ce sujet-là? J'en ai aucune idée. Malheureusement, moi, je suis un praticien, je ne suis pas à ce niveau-là, très malheureusement. Il y a des mains levées ici aussi. Merci pour cette présentation. J'ai une question par rapport à l'indice de canopée sur lequel vous vous basez quand même, parce qu'on a beaucoup se base là-dessus, puis ça reste une boîte noire, ça reste que on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe en dessous aussi. Puis vous voulez augmenter cet indice de canopée, vous et puis toutes les villes dans le fond veulent augmenter cet indice de canopée. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup d'arbres aussi, on sait que les arbres tendent à mourir plus jeunes. Puis si on augmente, en fait, qu'on plante plus d'arbres, mais que les arbres qui sont actuellement présents meurent bientôt, puis qu'on n'a pas pensé à régénérer, en tout cas à planter en dessous de ces arbres-là, parce que c'est aussi un gros déficit de canopée à un moment. Je me demandais, est-ce que vous pensez à planter en dessous, puis à planter autre chose que des arbres, si des arbustes, en fait. Parce que le nerf fin, vous voulez l'enlever, mais le nerf fin, je pense qu'il supporte aussi beaucoup de fonctions pour la biodiversité, pour la qualité de l'air, d'autres choses aussi. À éradiquer tout ça, qu'est-ce qu'on va perdre aussi après? Je comprends l'enjeu en fait d'une espèce exotique envahissante. C'est une excellente question. Puis il y a plusieurs volets à votre question. La première, en effet, c'est boîte noire. Par exemple, la Ville de Montréal utilisait, je me rappelle très bien, utilisait 3 mètres comme seuil pour considérer la canopée, alors que la CCN considérait Ottawa considérait 2 mètres. Je crois que 2 mètres, il faut qu'on considère c'est plus rigoureux si on considérait 3 mètres. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y a d'ailleurs, puis la plupart utilisent 2 mètres. Ce qui n'est pas super élevé, puis qu'en effet, il peut être occupé par du nerf brun. Mais le nerf brun, oui, on remplit certaines fonctions, par contre, il est fait topper. Alors que la forêt indigène se rendrait beaucoup plus haut, pour devenir beaucoup plus complexe et évidemment diversifié. C'est une bonne question. Maintenant, en tentant puis éradiquer d'un grand terme, je ne pense vraiment pas que de notre humanité, on va réussir à éradiquer une problématique comme le nerf brun, mais même si on l'a contrôlé sur certains sites, c'est juste le temps que nos espèces d'arbres ou arbustes indigènes, parce que tout à fait, les arbustes aussi font partie de la diversité de l'écosystème et ont des fonctions. Mais le nerf brun, en ce moment, limite leur apparition. Puis le nerf brun n'ira jamais bien plus haut que 2,5 mètres, peut-être 3 mètres, tandis que la forêt indigène s'en arrête 5 mètres. Est-ce que j'ai oublié des volets de questions? Pas planter, est-ce qu'on va laisser ça sans enlève du lapin, ça va. Non, c'est sûr. C'est certain que c'est vraiment juste le temps qu'on plante ou que la régénération naturelle de l'espèce désirable. Ça, on tend à l'oublier, hein, parce qu'en milieu urbain, quand on fait des arbres, on les plante, mais ce qui pousse naturellement est plus performant que ce qu'on plante, mais vraiment beaucoup plus performant. Puis, là, je ne vais pas aborder ça aujourd'hui parce qu'il y a un temps limité, là, mais la régénération naturelle est vraiment très précieuse. On devrait travailler avec ça. C'était une deuxième question de si je peux parler très rapidement. Mais c'est vrai que vous avez beaucoup de terrain aussi à disposition. Est-ce que vous avez pensé à laisser des terrains se développer par là, peut-être planter quelques espèces, puis ensuite laisser aller, puis voir ce qui se rend sur ces terrains-là? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Certainement, certainement. Puis, on le fait certainement. On ne plante pas partout. Puis, d'ailleurs, il y a beaucoup d'endroits qu'on ne veut même pas planter. On laisse naturel. On fauche peut-être une fois par 2 ans. Parce qu'on veut, côté diversité, côté habitat pour les oiseaux, on veut garder une diversité aussi d'auteurs de strates. Mais moi, je plaide pour ça, qu'on laisse naturellement, quitte à juste contrôler les jeunes tigres marquants pour qu'on se de la forêt naturelle qui revienne. Il faut planter des arbres, mais c'est sur les personnes. Oui. Il y avait un monsieur aussi qui avait donc 2 dernières. Une autre série. J'en en prends 2. David, la prochaine, ça va être ça. Merci Bruno d'être déplacé pour faire la présentation. On a très gentil. Moi, j'ai plein de questions, mais ce qui me vient en tête,
c'est quoi l'approche à la CCN pour prioriser les projets de plantation? Là, de déterminer où il y a des manquements en termes de couvert forestier. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui nous permettent de prioriser? Pourquoi je plante plutôt plus cette année? C'est une excellente question. Il y a beaucoup de biologistes à la CN qui, eux, nous amènent des fois des problématiques d'habitat ou justement des besoins en matière d'habitat ou de régénération des sites perturbés. Donc ça, des fois, ça vient nous aider à prioriser. Là, on est dans un contexte où, politiquement, on s'est comme engagé à planter 100 000 arbres d'ici dans les prochaines années. C'est beaucoup, la tâche est énorme. Donc, d'un autre côté, c'est rédiger la stratégie de sorte à ce qu'on les plante stratégiquement pour aller accroître l'intensité de canopée aux endroits achalandés, aux endroits où on va en profiter davantage. En même temps, ces sites-là, il y a un paquet d'usages qui se mêlent dans un temps. C'est pas évident de planter des arbres où on vivrait bien. Puis, c'est ça l'autre point, je pense que tantôt qu'il y avait mieux, la conservation des arbres matures est tellement plus importante que de planter des jeunes arbres, on l'avenir est incertain. L'arbre mature, oui, sa canopée est déjà là aujourd'hui. Faisons ce qu'il faut pour le conserver. Là. Je pense par exemple à des arbres, la plage du lac Lémy, on a tous déjà été là. Vous remarquez, il y a quelques arbres, en fait, c'est comme ça, j'imagine de l'ordre de plusieurs plages. Moi, je pense à ce chêne à gros fruits-là, qui est vraiment sur le parterre où les gens vont à son ombre, les enfants jouent, on tombe la pelouse, ils ont la moitié des racines dans le sable, la moitié des racines sur le parterre gazonné, archi piétiné, mais pas piétiné, archi piétiné par des milliers de personnes. Là, cet arbre-là, il est comme super under pressure, alors, puis il génère une belle canopée, mais clairement, par la densité de son feuillage, on voit que cet arbre, il est menacé. Bien, un aménagement d'une petite plateforme de vivace autour de cet arbre-là pourrait limiter la compaction du sol, limiter les blessures mécaniques aux racines, au tronc de l'arbre, lui fournir davantage de terre organique riche. Est-ce que vous avez vu des projets même de restauration des sols par des amendements organiques? Oui, oui, puis on le fait déjà. Par exemple, à des endroits super, mettons le parc de la Confédération, là, des endroits très, très core, très, très centre-ville. J'étais agréablement surpris de savoir que le gestionnaire du terrain connaissait déjà le Earthspade, quand il voyait les arbres, faisait des compactés après les événements. Ça, on le fait déjà. Puis là, avec les données d'inventaire qu'on était chercher cet été, par exemple au lac Lémy, le gros espace vert du lac Lémy, on a observé des problématiques qui vont se régler par des aménagements spécifiques aux arbres, qui se trouvent souvent à être décompaction du sol, ajout du sol, parce que le sol en résistance, il se dessèche avec le temps, puis il se compacte avec le piétinement et le passage de la machinerie et autres. Fait que les racines apparaissent ou croient à la surface, le tracteur passe là-dessus, blesse les racines à chaque semaine. Tout ça pourrait être réglé avec un ajout de 4 pouces de belle terre, puis du nouveau sol pour les racines, qui va les cacher, qui va les protéger du passage de la tondeuse. Là, on travaille là-dessus. Ça, exactement. Oui, merci, super présentation. Je voulais savoir comment vous faites les inventaires le long des rues, tout ça, donc vous mesurez les arbres, l'essence, etc. Mais quand vous avez un arbre, vous avez un doute sur sa longévité. Est-ce que vous étudiez par la suite ces arbres-là avec des tomographes ou d'autres appareils pour savoir s'ils peuvent tenir encore 5 ans, 10 ans, ou bien pour prendre une décision? Est-ce que tout à fait. Dans certains cas où on a des arbres majestueux, mais au-dessus de cibles, en arboriculture, on appelle ça une cible, un endroit qui présente une vulnérabilité, que ce soit une infrastructure ou un site achalandé. Dans certains cas, on va se rendre. La plupart des décisions se prennent par inspection visuelle de 2 inspecteurs expérimentés, dont l'autre qui est passé à Tistor aussi il y a quelques années. C'est un Bertrand pour celui qui est mon principal collègue. Beaucoup se règlent par inspection visuelle, mais dans certains cas, on fait comme ici, on a des doutes, mais on n'est pas sûr. Là, ça vaut la peine, on pousse, on fait venir un tomographe. Peut-être qu'on va se doter d'un résistographe. À Montréal, nous utilisons un résistographe, puis on confie au tomographe certaines analyses. Oui, bien sûr, bien sûr. Un tomographe, c'est par résonance magnétique. On installe des sondes, quelques sondes autour de l'arbre. La sonde est sur un clou. Tout ça se relié par des câbles. Puis en cognant sur les clous, par la résonance, là, il y a des capteurs sur chacun des clous.
par la résonance qui va se passer, ça dresse une image, ça dresse un rayon X de la cross-section à cet endroit-là. On peut l'installer, le harnais, à différentes hauteurs sur l'arbre en fonction de où on soupçonne l'arbre d'être creux. Puis là, ça nous permet de voir, tu sais, souvent on sait que l'arbre est creux. Mais sur un arbre gros comme ça, est-ce qu'il est juste creux de ça? Ou il est creux de ça, puis il reste 2 pouces de beau tout autour? C'est la question que le tomographe permet de répondre. Ouais. C'est coûteux, ça coûte 15 000 se doter d'un tomographe, au moins, là, ça dépend de la quantité de sonde que tu prends, mais oui, c'est une technologie qui est de plus en plus utilisée en foresterie urbaine. Merci pour toutes vos questions. Ah, m'excuse, merci. Benoît. Donc, merci d'être venu à la présentation de Bruno. Encore merci pour votre excellente présentation. Donc, on prend une pause pour les étudiants du cours. On se retrouve à 14 h. Sinon, j'en profite aussi pour faire de la publicité pour le prochain conférencier. Le 5 octobre, on va accueillir Gilbert Cabana de l'UQTR qui va venir nous parler plus d'écologie aquatique, pour ceux que ça l'intéresse. Donc, mettez ça à votre agenda. Les étudiants du cours, c'est déjà votre agenda, évidemment, mais pour les autres. OK, donc on se retrouve à 14 h. Bon dîner à tous.